À 3h42 du matin, Serena Jenkins a enfreint tous les protocoles de la médecine moderne. Elle n'a pas utilisé de défibrillateur. Elle n'a pas administré d'épinéphrine. Aux yeux des médecins qui lui criaient d'arrêter, elle semblait en train de tuer le patient. Mais 7 secondes plus tard, l'homme allongé sur la table, un homme qui n'existait officiellement pas, a repris son souffle. À 4h30, moins d'une heure plus tard, la ligne sécurisée de l'hôpital a sonné. Ce n'était pas les médias, ce n'était pas la police, c'était le Pentagone. Et ils n'avaient qu'une seule question. Qui lui avait enseigné le protocole Chimera? La pluie à Washington, D.C. a le don de tout rendre gris. Même le panneau néon clignotant Urgence au-dessus du parking des ambulances du St. Jude's Memorial Hospital. Pour Serena Jenkins, infirmière en traumatologie avec 20 ans d'expérience, c'était juste un mardi comme les autres. Elle avait 45 ans, elle était fatiguée et elle était en train de nettoyer la bétadine séchée sur ses sabots dans la salle de pause. St. Jude's n'était pas le palais raffiné qu'était Walter Reed. C'était un lieu difficile. Et il se trouvait à 6 pâtés de maisons du centre géopolitique du monde, ce qui signifiait qu'il accueillait les accidents de voiture, les overdoses et parfois les débordements du côté sombre de la capitale. Serena but une gorgée de café tiède. Le système de sonorisation grésilla. Ce n'était pas la voix calme habituelle du répartiteur. C'était le Dr. Braftoft, le chef du service des traumatismes, et il semblait essoufflé. Code noir. Salle de traumatologie 1. Verrouillage immédiat. Jenkins, j'ai besoin de vous tout de suite. Code noir. Alerte. La bombe. Risque biologique. Serena jeta sa tasse de café à la poubelle et se mit à courir. Quand elle franchit les doubles portes de la salle 1, l'atmosphère était tendue, lourde d'une odeur d'ozone et de cuivre. La pièce était bondée, mais pas de personnel médical. 4 hommes en costume sombre. À en juger par leurs oreillettes et leurs épaules larges, il s'agissait d'agents des services secrets, alignés le long des murs. Ils avaient sorti leurs armes, pointées vers le sol, mais prêtes à tirer. Au centre de la pièce gisait un homme. Il était jeune, peut-être 30 ans, en bonne forme physique, mais sa peau avait une terrifiante teinte gris translucide. Ses veines ressortaient sur sa chair comme une carte routière tracée à l'encre noire. Il était pris de convulsions, mais pas des secousses rythmiques d'une crise d'épilepsie généralisée. Il s'agissait d'une vibration à haute fréquence. Ses muscles se contractaient et se relâchaient si rapidement qu'il en devenait flou. Le docteur Bancroft transpirait à travers sa blouse. « Je n'arrive pas à poser une perfusion », cria-t-il. « Ses veines s'effondrent au contact. Chaque fois que nous le piquons, l'aiguille se corrode. »« Se corrode ?» rétorqua Serena en enfilant des gants. « Docteur, les aiguilles sont en acier inoxydable. »« Regardez, » dit Bancroft en montrant du doigt. La canule intraveineuse sur le sol était piquée et noire, comme si elle avait été trempée dans de l'acide. Qu'a-t-il ingéré? Serena s'approcha de la tête du patient pour vérifier ses pupilles. Elles étaient dilatées, englobant l'iris, des puits de noirceur totale. « Nous ne savons pas, » aboya l'un des hommes en costume. « Stabilisez-le. Vous avez 2 minutes avant que son cœur n'explose. »« Qui est-ce? » demanda Serena en vérifiant les voies respiratoires. Elles étaient dégagées, mais son haleine sentait le fil électrique brûler. « C'est confidentiel, » répondit l'homme en costume. « Soignez-le. » Les moniteurs se mirent à hurler. Le rythme cardiaque n'était pas seulement élevé, il était irrégulier, passant de 40 à 220 en quelques secondes. Tachycardie ventriculaire. Il est en arrêt cardiaque. Braftoft hurla. « Chariot d'urgence, chargé à 200. »« Non !» cria Serena. Son instinct, aiguisé par 2 décennies passées à sauver des vies, lui criait de ne pas le faire. « Regardez l'ECG, docteur. Ce n'est pas une défaillance électrique. C'est une boucle de résonance. Si vous lui administrez un choc, vous allez lui cuire le cerveau. »« Il n'a pas de pouls, infirmière, » rugit Bancroft en attrapant les palettes. « Dégagez! » Boum! Le corps se cambra sur la table. L'odeur d'ozone s'intensifia. Le moniteur ne se réinitialisa pas. La ligne devint irrégulière. Des gribouillis chaotiques de lumière rouge. La bouche du patient s'ouvrit dans un cri silencieux et les veines noires de son cou commencèrent à se propager vers le haut, vers sa mâchoire, comme une marée montante. « Ça ne marche pas », paniqua Bancroft. Encore une fois, chargé à 300.
Serena regarda la poitrine de l'homme. Elle vit la façon dont les muscles ondulaient, partant du plexus solaire et rayonnant vers l'extérieur. Cela a déclenché un souvenir qui ne venait ni de l'école d'infirmière, ni d'un manuel. C'était un souvenir de 1989. Son père, un homme calme qui disait travailler dans la logistique pour la marine, l'avait emmené une fois pêcher dans le Maine. Il avait glissé sur les rochers mouillés, s'était cogné la tête et avait été pris d'une étrange crise de convulsion, exactement comme celle-ci. Serena, qui n'avait que 9 ans, avait crié. L'ami de son père, un homme qu'elle ne connaissait que sous le nom d'oncle Silas, s'était précipité. Silas n'avait pas pratiqué de réanimation cardio-pulmonaire. Il n'avait pas appelé d'ambulance. Il avait appuyé ses jointures sur un point sensible situé juste sous la cage thoracique gauche et avait tapoté le sternum en rythme. 1, 2, appui fort. 1, 2, forte pression. Silas avait donné le rythme, remettant les compteurs à zéro. Serena fixait l'homme mourant sur la table. L'encre noire atteignait ses joues. « Dégagez !» hurla à nouveau Bancroft. « Arrêtez !» Serena se précipita. Elle ne l'avait pas prévu, mais son corps avait réagi avant que son esprit n'approuve l'action. Elle percuta le chef du service des urgences, lui faisant lâcher les palettes. Elles tombèrent bruyamment sur le sol, produisant une étincelle qui éclata dans le silence. Les agents des services secrets levèrent immédiatement leurs armes. « Éloignez-vous du patient. »« Il est en train de mourir parce que vous alimentez la boucle !» hurla Serena, ignorant le pistolet pointé sur sa poitrine. Elle grimpa sur le brancard, chevauchant l'homme qui se débattait. « Jenkins, tu es folle !» cria Bancroft en se relevant péniblement. « Éloignez-la de lui. Elle est en train de le tuer. » Serena les ignora. Elle trouva l'endroit, le processus zyoïde, 2 doigts à gauche sous la côte. Elle enfonça profondément son pouce. Le patient halta. Un bruit humide et sifflant. Elle commença le rythme. Boum, boum, poussé, boum, boum, poussé. Ce n'était pas de la RCP. C'était violent. C'était précis. On aurait dit qu'elle essayait de lui briser les côtes sur un rythme jazz syncopé. Sécurité. Bancroft hurla. Faites-la sortir. 2 aides-soignants se précipitèrent, saisissant Serena par les épaules. « Ne me touchez pas, grogna-t-elle, sans interrompre le rythme. Boum, boum, poussez, regardez le moniteur. Tout le monde se figea. Les gribouillis rouges chaotiques sur l'écran avaient cessé. Le rythme cardiaque était passé de 240 à 0. « Vous l'avez tué, » murmura Bancroft, le visage pâle. « Vous l'avez fait mourir. »« Attendez, » dit Serena, la sueur coulant de son nez sur la poitrine du patient. Elle garda son pouce enfoncé sous sa côte, maintenant la pression. Attendez le redémarrage. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le ronronnement de la ventilation. L'agent des services secrets a désactivé la sécurité de son arme. Bip. Une seule forte pointe verte sur le moniteur. Bip, bip, bip. Rythme sinusal. 72 battements par minute. 4. Régulier. La couleur noire dans les veines de l'homme commença à s'estomper, s'écoulant comme si un bouchon avait été retiré. Le patient prit une profonde inspiration tremblante et ses yeux revinrent dans leur position naturelle. Il cligna des yeux, se concentrant sur le visage de Serena qui planait au-dessus de lui. Il murmura 3 mots. La clé Oméga. Puis il s'endormit d'un sommeil naturel et réparateur. Serena s'affaissa, les mains tremblant de manière incontrôlable. Elle descendit de la civière. Les aides-soignants la relâchèrent, la regardant comme si elle était une sorcière. Le docteur Bancroft fixa le moniteur, puis Serena. « Quoi? Qu'avez-vous fait? » Serena s'essuya les mains sur sa blouse. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Et c'était vrai. Elle venait simplement d'imiter oncle Silas. L'agent secret en chef rangea son arme dans son étui. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air terrifié. Il fouilla dans sa veste et en sortit un téléphone. Il composa un numéro sans quitter Serena des yeux. « Eagle One à Nest », dit-il dans le téléphone. « Le colis est stable, mais nous avons une brèche. Un civil vient de déclencher une contre-mesure de niveau 5. » Il fit une pause à l'écoute. « Oui, physiquement non, c'est une infirmière. Elle s'appelle Serena Jenkins. » Il raccrocha et regarda Serena. « Madame Jenkins, dit-il d'une voix dénuée d'émotion, ne quittez pas cette pièce. Pendant 20 minutes, la salle de traumatologie fut un véritable tombeau.
Le docteur Bancroft Toft avait été escorté dehors, proférant des menaces au sujet de la licence médicale de Serena et de poursuites judiciaires. Le patient, dont le nom était toujours inconnu du personnel hospitalier, avait été emmené, non pas à l'unité de soins intensifs à l'étage, mais par la sortie arrière vers un convoi blindé qui l'attendait. Serena se retrouva seule dans la salle avec l'agent principal, un homme qui se présenta simplement sous le nom d'Agent Miller. « Suis-je en état d'arrestation? » demanda Serena. Elle était assise sur un tabouret, les genoux serrés contre sa poitrine. La chute d'adrénaline la frappait de plein fouet. Elle avait la nausée. Miller ne répondit pas. Il se tenait près de la porte, les bras croisés, la regardant avec l'intensité d'un faucon observant un mulot. « Je lui ai sauvé la vie, » dit Serena, la voix légèrement tremblante. Le docteur Bancroft Toft allait le tuer. L'électricité, ça faisait se propager la toxine. Je pouvais le voir. « La toxine, » répéta Miller. « Ce n'était pas une question. Vous reconnaissez les effets du composé V9? »« Je ne sais pas ce qu'est le V9, » dit Serena. « J'ai juste vu la physiologie. Peut-être de la résonance, de la physique élémentaire. Si vous ajoutez de l'énergie à un système qui vibre déjà à une masse critique, vous provoquez une défaillance catastrophique. » Miller pencha la tête. « De la physique élémentaire. Vous êtes infirmière en traumatologie, Madame Jenkins, post-physicienne. »« Je lis, » rétorqua-t-elle. La porte s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas l'administrateur de l'hôpital. C'étaient 4 soldats, pas de la garde nationale. Ces hommes portaient des treillis gris sans insigne et étaient armés de fusils à canon court. Ils se déplaçaient avec une efficacité fluide et terrifiante, sécurisant les coins de la pièce en quelques secondes. Derrière eux marchait une femme. Elle avait la cinquantaine bien avancée et portait un tailleur pantalon bleu marine impeccable qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Serena. Ses cheveux étaient gris acier, coupés en un carré sévère. Elle ne portait pas de sac à main, mais une tablette. « Directrice. » L'agent Miller hocha respectueusement la tête et s'écarta. La femme s'approcha de Serena. Elle ne lui tendit pas la main. Elle regarda le badge de Serena, puis la regarda dans les yeux. « Je suis la directrice Holloway, » dit-elle. Sa voix était calme, cultivée et tout à fait autoritaire. « Département de la Défense, projet de recherche avancé. » Serena se leva. « Je veux un avocat. » Holloway sourit, un sourire fin et sans humour. « Serena, si vous aviez besoin d'un avocat, le FBI serait là. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. Vous devez m'expliquer comment une infirmière de l'Ohio diplômée d'un établissement d'enseignement supérieur communautaire connaît le code de réinitialisation manuelle d'un système nerveux biocybernétique. » Serena cligna des yeux. « Un bio? Quelle technique avez-vous utilisée? » demanda Holloway en s'approchant. « La pression sur le nerf vague combinée à la percussion du sternum. Ce n'est pas de la science médicale, Serena. C'est une intervention technique pour un type spécifique d'amélioration. » Serena sentit la pièce tourner. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. » Les yeux de Holloway se plissèrent. La température dans la pièce sembla baisser. « Où l'avez-vous vu? »« Chez un ami de mon père. » Serena balbutia. « Oncle Silas, mon père est tombé. Il avait des convulsions. Silas a fait ça. Ce truc de tapotement. Il l'a sauvé. » Holloway se figea. Elle regarda l'agent Miller puis Serena. Elle tapota l'écran de sa tablette et fit défiler furieusement les pages. « Votre père, » dit Holloway, d'une voix plus basse. « Robert Jenkins, logistique, décédé en 2004. »« Oui. Et oncle Silas, je ne connais pas son nom de famille. Il s'appelait juste Silas, il avait une cicatrice. » Serena fit un geste vers sa joue. « Juste ici. » Holloway laissa tomber la tablette sur le brancard. L'écran se fissura. Elle fixa Serena avec un regard véritablement horrifié. « Silas Vance, » murmura-t-elle. « L'architecte. Qui? » « Silas Vance a disparu en 1991 avec les plans du projet Chimera, » dit Holloway, s'adressant davantage à elle-même qu'à Serena. « Nous le croyions mort. Nous pensions que la technologie avait disparu avec lui. » Elle regarda Serena, et pour la première fois, la directrice de la recherche avancée semblait vulnérable. « Serena, » dit Holloway d'un ton pressant, « l'homme que vous venez de sauver est le seul prototype dont nous disposons, et il était en train de mourir parce que quelqu'un avait déclenché un mécanisme de destruction dont nous ignorions l'existence. Vous n'avez pas seulement sauvé un patient,
Vous avez redémarré une arme valant 1 milliard de dollars. Serena recula jusqu'à heurter le mur. Je ne suis qu'une infirmière. Non. Holloway secoua la tête. Plus maintenant. Si vous connaissiez Silas Vance et s'il vous a montré comment réinitialiser le système, alors vous êtes la seule personne sur Terre à détenir les clés du royaume. Soudain, les lumières de l'hôpital clignotèrent. Un grincement sourd résonna dans la structure métallique du bâtiment. L'agent Miller toucha son oreillette. Son visage pâlit. « Directrice !» cria Miller. « Nous avons une intrusion dans le périmètre. 6 SUV noirs, sans plaque d'immatriculation. Ils viennent de percuter l'entrée des urgences. » Holloway attrapa le bras de Serena. Sa poigne était comme du fer. « Écoutez-moi, siffla Holloway. Les gens qui ont essayé de tuer ce patient, ils savent que vous l'avez sauvé. Ils ont surveillé la télémétrie biologique. Ils savent que quelqu'un a utilisé la réinitialisation. »« Qui ?» cria Serena. « Les gens que Silas Vance fuyait. » Holloway sortit un pistolet de sa ceinture. « Et ils ne sont pas là pour t'interroger, Serena. Ils sont là pour disséquer ton cerveau afin de découvrir ce dont tu te souviens d'autres. » La vitre de la salle d'attente des urgences vola en éclats lorsque des tirs automatiques éclatèrent dans le hall. « Bouge !» hurla Miller en ouvrant la porte arrière d'un coup de pied. « Où allons-nous ?» hurla Serena, entraînée dans la ruelle pluvieuse. « Au Pentagone !» répondit Holloway en poussant Serena à l'arrière d'un Suburban blindé qui attendait. « En supposant que nous survivions aux 10 prochaines minutes. » Alors que la lourde porte se refermait, Serena regarda à travers le verre pare-balles. Elle vit le Dr. Brafftoff debout dans le couloir, l'air perplexe, juste avant qu'une bombe lacrymogène n'explose à ses pieds. Le moteur rugit et Serena Jenkins, l'infirmière qui voulait juste rentrer chez elle et dormir, fut propulsée dans une guerre dont elle ignorait déjà qu'elle faisait partie. Le Suburban blindé ne roulait pas, il fonçait. L'agent Miller enfonça l'accélérateur à fond, montant sur le trottoir pour contourner un taxi en panne. Le lourd véhicule gémit lorsque sa suspension absorba le choc, projetant Serena violemment contre le cadre de la porte. « Attachez votre ceinture !» cria Miller en tournant brusquement à gauche sur Constitution Avenue. Derrière eux, la nuit explosa. Des traçantes filèrent devant la lunette arrière, rougeoyant dans la pluie battante. Les SUV qui les poursuivaient, noirs mat, fers éteints, guidés par imagerie thermique, étaient implacables. Ils ne se contentaient pas de les poursuivre. Ils les encerclaient. « Elles essaient de nous coincer dans le tunnel », dit la directrice Holloway, les yeux rivés sur une tablette. L'écran affichait une carte tactique de Washington. Des points rouges grouillaient autour de leurs points verts. « Miller, ils ont piraté le réseau routier. Tous les feux passent au rouge devant nous. Le trafic transversal va être un carnage. Je le vois. » Miller serra les dents. Devant lui, à l'intersection de la 14e rue, se dressait un mur d'acier en mouvement. Les voitures circulaient librement, inconscientes de la course-poursuite à grande vitesse qui fonçait vers elles. « Accrochez-vous », avertit Miller. Il ne freina pas. Il appuya sur un bouton du tableau de bord. Aucune sirène ne retentit. À la place, un klaxon à air comprimé, semblable à la corne de brume d'un navire, retentit. Un son conçu pour provoquer une panique immédiate. Les conducteurs ont instinctivement fait une embardée. Un espace s'est ouvert, à peine de la largeur d'une berline. Miller s'est faufilé à 110 km/h. Le métal a grincé lorsque le Suburban a raclé le côté d'un camion de livraison, arrachant le rétroviseur latéral, mais ils ont réussi à passer. Derrière eux, le poursuivant de tête n'a pas eu cette chance. Il a heurté le camion, a fait un tête-à-queue violent sur l'asphalte mouillé et a fait 3 tonneaux avant de s'écraser contre un lampadaire. Une boule de feu éclata, illuminant la rue détrempée par la pluie. « Un de moins », haleta Serena, le cœur battant à tout rompre. « Il en reste 5, » dit Holloway d'un ton grave, « et ils ont des renforts aériens. »« Regarde, dit Renault, dit-elle en montrant la fenêtre. Au-dessus de la couche nuageuse épaisse, le faible bruit rythmique d'un rotor d'hélicoptère transperçait la tempête. « La police ?» demanda Serena avec espoir. « Non, » répondit Holloway. « C'est un Sikorsky personnalisé. C'est l'Ascendancy. »« Qui ?»« La société militaire privée qui n'existe pas officiellement, » dit Holloway en vérifiant le chargeur de son pistolet. « Ils ne veulent pas t'arrêter, Serena. Ils veulent extraire les informations que Silustus a laissées dans ta tête, et ensuite ils veulent brûler les preuves.
Soudain, le tableau de bord du Suburban devint noir. Le GPS s'éteignit. Le moteur toussa. Le volant se bloqua. EMP! Cria Miller, luttant avec le volant inerte. Ils nous ont frappés avec une impulsion concentrée. On est en panne moteur. Le lourd véhicule devint un traîneau. Il dériva latéralement sur 3 voies, dérapant vers la barrière en béton du pont de la rivière P.T.O.A.C. Préparez-vous. Crunch, le SUV est percuté de plein fouet la barrière en béton. Le verre renforcé s'est fissuré, mais n'a pas volé en éclats. Le véhicule a vacillé sur le bord, les eaux noires de la P.T.O.A.C. bouillonnant 15 mètres plus bas, avant de retomber sur ses 4 roues. Le silence est revenu, résonnant dans les oreilles de Serena. « Sortez !» Miller a enfoncé sa porte d'un coup de pied. Nous avons 30 secondes avant qu'il ne descende et fouille le véhicule. « Je ne sens plus mes jambes, » murmura Serena, étourdie. Holloway ne la ménagea pas. Elle attrapa Serena par le col de sa blouse et la traîna sous la pluie. « Si tu restes ici, tu mourras. Bouge !» Elles escaladèrent de la barrière et glissèrent sur le talus boueux vers la piste de jogging qui longeait la rivière. Au-dessus d'elles, des pneus crissèrent sur le pont. Les portes claquèrent. Des voix donnèrent des ordres dans une langue que Serena ne reconnaissait pas. Du russe? Non, quelque chose de plus rude. Sous le pont, murmura Miller en les conduisant dans l'ombre des imposants pylônes en béton. Ils pataugèrent dans la boue glaciale. Miller sortit un petit appareil de sa poche, un vieux pistolet lance-fusée. Il ne le pointa pas vers les assaillants. Il le pointa vers une grille d'égout cachée derrière un buisson envahi par la végétation. « Nous allons dans les tunnels de trop-plein », dit Miller. « Les égouts », s'étouffa Serena. « C'est le ruissellement des eaux pluviales », dit Miller en ouvrant la grille avec une force incroyable. « Et c'est le seul endroit à Washington où leurs drones ne peuvent pas détecter les signatures thermiques. » Des coups de feu éclatèrent depuis le pont au-dessus. Les balles projetèrent des gerbes de boue à quelques centimètres des pieds de Serena. « Allez-y !» Holloway la poussa. Serena tomba dans l'obscurité. Elle atterrit dans de l'eau qui lui arrivait aux genoux, l'odeur de pourriture et de béton humide envahissant ses narines. Miller et Holloway la suivirent. Miller remit la grille en place juste au moment où le faisceau d'une lampe torche balaya les buissons. « Continuez d'avancer. » La voix de Miller résonna dans le tunnel. « Nous devons nous enfoncer d'au moins 3 kilomètres avant de nous arrêter. » Un mur. Serena Jenkins, qui quelques heures plus tôt s'inquiétait d'une tache de café sur sa chaussure, marchait désormais péniblement dans les entrailles de Washington, fuyant une armée fantôme. Elle se mit à pleurer, silencieusement, en sanglotant. « Non, » dit doucement, apparaissant à ses côtés dans l'obscurité. « La panique brûle l'oxygène. Économise ton souffle. Tu vas en avoir besoin pour m'expliquer comment tu connais le protocole Chimera. » Ils marchèrent pendant 1 heure. Le tunnel finit par s'élargir pour former une chambre d'entretien sèche, éclairée par une seule ampoule de secours vacillante dans une cage. Le bourdonnement de la ville au-dessus n'était plus qu'une vibration lointaine ici. L'agent Miller sécurisa la lourde porte en fer par laquelle ils étaient entrés, la bloquant avec un tuyau rouillé. Il s'assit lourdement, grimaçant. Serena remarqua une tache sombre qui s'étendait sur l'épaule de sa veste. « Vous êtes blessé, » dit-elle, son instinct d'infirmière prenant le pas sur sa peur. « C'est une éraflure, » grogna Miller. « Laissez-moi voir. » Serena s'approcha. Elle n'avait pas sa trousse, mais ses mains savaient quoi faire. Elle retroussa le tissu. C'était une déchirure irrégulière qui saignait lentement. Elle arracha un morceau du bas de sa blouse et le noua fermement. « Il faut des pointes de suture, mais ça arrêtera le saignement. » Miller la regarda vraiment pour la première fois. « Merci. » La directrice Holloway était assise sur une caisse, tapotant sur un téléphone satellite de secours qu'elle avait sorti d'une pochette étanche. « Pas de signal, » marmonna-t-elle. « Ils ont brouillé tout le spectre dans cette zone. Nous sommes complètement invisibles. » Elle rangea le téléphone et regarda Serena. « Assieds-toi, Serena. » Serena s'assit sur le sol en béton froid. « Dis-moi ce qui se passe. Qui était cet homme à l'hôpital? Qui est Silas? Et pourquoi as-tu dit que mon père était impliqué? » Holloway prit une profonde inspiration. « Que sais-tu du travail de ton père? » « Il travaillait dans la logistique, » répondit Serena. « Il gérait les chaînes d'approvisionnement des chantiers navals de la marine. Il était ennuyeux. Il aimait le baseball et la pêche. » Holloway eut un rire sec et triste. «
Robert Jenkins était le meilleur agent que la CIA ait jamais eu. Il ne gérait pas des chantiers navals. Il gérait des actifs, plus précisément des actifs humains trop dangereux pour exister. Serena secoua la tête. Non, mon père était... Il était gentil. Il ne portait jamais d'armes parce qu'il n'en avait pas besoin. Holloway dit que son arme était la confiance. Il était le seul homme en qui Silas avait confiance. Silas, répéta Serena, l'homme avec la cicatrice. Silas était un génie, dit Holloway en se penchant en avant. À la fin des années 80, le Pentagone a lancé un projet secret appelé Chimera. L'objectif était de créer le soldat ultime, non pas avec des stéroïdes, mais avec la cybernétique et le biohacking. Il voulait construire un système nerveux capable de traiter les données de combat plus rapidement qu'un ordinateur. Le patient, réalisa Serena, les vibrations, la résonance. Exactement. Holloway acquiesça. Le problème était que le corps humain rejetait les améliorations. La production d'énergie cuisait le cerveau. Tous les sujets testés sont morts, sauf un, l'homme que j'ai sauvé. Non, dit Holloway. L'homme que tu as sauvé aujourd'hui est le nouveau prototype. Le premier succès était Silas. Serena resta bouche bée. Oncle Silas, mais c'était juste un type. Il boitait. Il boitait parce que sa batterie interne était défaillante. Holloway corrigea. Silas s'est rendu compte que le projet était inhumain. Il a compris que le gouvernement le considérait comme du matériel, pas comme un être humain. Alors, il a volé les plans, le code source de la technique de stabilisation, et il s'est enfui. Et il est venu voir mon père, murmura Serena. Votre père avait pour mission de le traquer, intervint Miller. Au lieu de cela, il l'a aidé à se cacher. Holloway acquiesça. Pendant 3 ans, votre père a fait passer Silas de refuge en refuge. Ils sont devenus frères. Mais Silas savait qu'il était en train de mourir. Il savait que la technologie à l'intérieur de lui était en train de lâcher. Il savait aussi que si les plans étaient décrits, ils pourraient être volés. Il avait donc besoin d'un endroit où stocker la clé, un endroit où personne ne chercherait, un endroit innocent. Serena sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'humidité du tunnel. Elle toucha sa propre tête. « Moi? Repense à la partie de pêche, dit Holloway doucement. La crise. Silas qui réinitialisait l'horloge. T'a-t-il appris autre chose ce week-end-là? » Serena ferma les yeux, essayant de remonter le temps à travers le brouillard de 30 ans. Il m'a appris un jeu de claquement de mains, comme le jeu du gâteau, mais plus difficile, des rythmes étranges. Il m'a fait m'entraîner jusqu'à ce que je puisse le faire dans mon sommeil. Il a dit que c'était un sort magique pour éloigner les monstres. Holloway et Miller échangèrent un regard. La clé sémantique, murmura Holloway. Il n'a pas écrit le code. Il a encodé l'algorithme de stabilisation dans la mémoire musculaire. Il l'a enseigné à une fillette de 9 ans comme un jeu. Le rythme que j'ai tapé sur la poitrine du patient. Serena comprit que c'était le jeu. Oui, dit Holloway. Ce rythme est un code de fréquence précis. Il indique aux nanomachines dans le sang d'entrer en état de dormance. Tu es la seule personne au monde à le connaître. Tu es le manuel. C'est pour ça que l'ascendance te veut, dit Miller en regardant sa montre. Ils ont le matériel. Ils ont construit ce pauvre bougre à l'hôpital. Mais ils ne peuvent pas garder leurs soldats en vie plus de quelques heures sans le code de stabilisation. Avec toi, ils peuvent construire une armée de soldats invincibles. Sans toi, ils n'ont rien d'autre que des cadavres coûteux. Serena fixa ses mains qui avaient changé des couches, posé des perfusions et tenu la main de grand-mère mourante. Elles étaient désormais l'arme la plus dangereuse de la planète. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Serena, la voix tremblante. Elle avait fini de pleurer. « Nous devons vous emmener au coffre-fort, dit-il. Il y a une installation sécurisée sous le Pentagone où nous pouvons télécharger le modèle de vos mouvements, le rétroconcevoir et neutraliser définitivement le projet de l'ascendance. » « Mais nous ne pouvons pas y aller, dit Miller. Pas avec eux qui surveillent les rues. Non, dit Holloway en se levant. Nous ne pouvons pas aller vers eux. Nous devons les faire venir à nous, mais selon nos conditions. Comment? Demanda Serena. Holloway regarda Serena avec une intensité étrange. Ton père? T'a-t-il jamais donné un collier? Un médaillon? Peut-être une montre? J'ai sa vieille montre bracelet, dit Serena en tapotant sa poche. Elle ne travaillait jamais sans elle. C'était une tongs abîmée. Elle ne fonctionne plus. Laisse-moi la voir. Serena la lui tendit. Hay la retourna et utilisa un petit couteau pour ouvrir le boîtier arrière.
Elle ne regarda pas les engrenages. Elle regarda l'intérieur du boîtier métallique. Là, gravés en caractères microscopiques, se trouvaient des chiffres, des coordonnées. Je le savais, sourit Holloway. Robert était toujours prêt à affronter le pire. C'est un lieu de repli, une cachette remplie de matériel. Où est-elle? Demanda Miller. Holloway lut les coordonnées, son visage pâlit. Ce n'est pas un bunker, dit-elle. C'est le cimetière national d'Arlington. Un cimetière? Demanda Serena. La cachette parfaite, murmura Miller. Qui chercherait des armes parmi les morts? On y va, ordonna Holloway. On doit traverser la rivière et arriver à Arlington avant l'aube. Si nous pouvons récupérer l'argent de votre père, nous aurons peut-être une chance de nous battre. Alors qu'il s'enfonçait dans le tunnel, Serena regarda la vieille montre dans la main de Holloway. Son père lui avait laissé une carte. Charles lui avait laissé la clé. Elle n'était plus seulement une infirmière. Elle était l'héritière de 2 hommes qui avaient trompé le monde entier, et elle était sur le point de s'assurer que leur secret resterait bien gardé. Mais au fond du tunnel derrière eux, un petit drone métallique, pas plus gros qu'une chauve-souris, se détacha silencieusement du plafond. L'objectif de sa caméra pivota, se focalisant sur le dos de Serena qui s'éloignait. Une lumière rouge clignota une fois. Cible acquise. Le drone n'attaqua pas. Il resta en suspension, tel un vautour mécanique silencieux dans l'obscurité souterraine, son œil rouge immobile. « Jetez ça maintenant », siffla Miller en plaquant Serena dans la boue qui leur arrivait aux chevilles. Au moment où le tunnel devant eux s'illumina, une grenade flash-bang explosa à 6 mètres devant eux. Le bruit était assourdissant dans cet espace confiné. Le choc physique fit claquer les dents de Serena. S'ils n'avaient pas été sous l'eau, ils auraient été aveuglés. « Ils nous coincent », grogna Miller en aidant Serena à se relever. Son visage était sombre. Les traces grises sur son épaule coulaient maintenant librement sous sa veste. Ils entrèrent par le point d'accès suivant. « Nous devons monter maintenant. » Ils grimpèrent à toute vitesse sur une échelle en fer rouillé, l'eau tombant sur eux depuis la rue au-dessus. Holloway passa la première, forçant l'ouverture d'une lourde plaque d'égout. Elle la repoussa et sortit dans la grisaille de l'aube. Ils émergèrent dans West Toac Park, près du Lincoln Memorial. La pluie s'était transformée en une misérable bruine, enveloppant les monuments d'un brouillard fantomatique. La ville se réveillait, mais ce quartier était encore désert. À l'exception des 5 hommes qui les attendaient, ils ne portaient pas de masque. Ils étaient vêtus d'uniformes tactiques sombres, debout en demi-cercle, leurs armes à la main, prêtes à tirer. Ils ne ressemblaient pas à des soldats enragés. Ils ressemblaient plutôt à des techniciens ennuyés attendant de pointer. L'homme au centre fit un pas en avant. Il était mince et avait une cicatrice pâle qui lui barrait le sourcil gauche. « Directrice Holloway », dit l'homme balafré d'une voix étrangement polie. « Agent Miller et la charmante Madame Jenkins, mes employeurs aimeraient récupérer leur propriété. »« Kruger », cracha Holloway comme s'il s'agissait d'un juron. « Je croyais que la CIA vous avait brûlé à Benghazi. Je suis revenu de mes cendres, Margaret. La privatisation me convient. » Il regarda Serena, l'infirmière. Incroyable. La dernière petite blague de Silas Vance cachée dans une mère au foyer. « Allez au diable, » dit Serena, surprise par le venin dans sa propre voix. Kruger sourit. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, Serena. Votre matériel fragile. Mais vos escortes, elles, sont sacrifiables. » Il n'éleva pas la voix. Il se contenta d'acquiescer. Les 4 hommes derrière lui levèrent leurs fusils à l'unisson. « Bouge !» Miller poussa Serena derrière un chêne épais juste au moment où l'air se remplit du crépitement des tirs étouffés. L'écorce explosa autour d'eux. Miller se pencha et tira avec son pistolet de service avec un calme et une précision mortelle. L'un des assaillants tomba, se tenant de la cuisse. « Howe! Couverture! » cria Miller. Howe se pencha de l'autre côté de l'arbre et tira avec son petit pistolet. Ce n'était pas suffisant. Ils étaient coincés, surpassés en nombre, et Miller perdait rapidement son sang. « Serena » dit Miller en rechargeant son chargeur d'une main ferme, bien que son visage fût gris de douleur. Le pont vers Arlington est à 400 mètres dans cette direction. Quand je bougerai, tu courras. Ne te retourne pas. Je ne te laisserai pas, dit Serena en appuyant fermement ses mains sur sa blessure à l'épaule pour endiguer le flux. Tu es la mission, dit Miller en la regardant dans les yeux. C'était le regard d'un homme qui savait qu'il allait mourir. Va-t'en. Miller rugit,
sortit de sa cachette et sprinta en diagonale à travers la pelouse, tirant frénétiquement pour attirer leur attention. Les 4 fusils restants se tournèrent vers lui. Court. Holloway attrapa le bras de Serena et l'éloigna de l'arbre, sprintant vers le pont commémoratif. Derrière eux, les coupes de feu s'intensifièrent, puis cessèrent soudainement. Serena ne put s'en empêcher. Elle regarda en arrière. L'agent Miller était à genoux dans l'herbe humide. Il tenait toujours son arme, mais son bras pendait mollement sur le côté. Kruger s'approcha calmement de lui, repoussa l'arme d'un coup de pied et frappa Miller violemment à la tempe avec la crosse de son fusil. Miller s'effondra, face contre terre. Kruger leva les yeux vers le parc brumeux et croisa le regard de Serena. Il ne les poursuivit pas. Il se contenta de taper sur son oreillette. Ils ont des véhicules sur le pont, halta Holloway en tirant Serena sur le talus pour la faire monter sur la passerelle piétonne du pont massif qui enjambe le PT au AC. Nous devons traverser avant qu'ils ne nous coupent la route. Elles coururent. Les poumons de Serena brûlaient, sa blouse était trempée, lourde d'eau et de boue. Tous ses muscles lui criaient d'arrêter, mais l'image de Miller tombant la poussait à continuer. Elles avaient parcouru la moitié du pont lorsque des phares transpercèrent le brouillard devant elles. Un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus, leur bloquant le passage. 2 portes s'ouvrirent. Elles étaient piégées sur le pont, l'ascendant derrière elles et leur escouade de tueurs devant. Holloway s'arrêta de courir. Elle regarda le SUV qui approchait, puis regarda par-dessus la balustrade les eaux sombres et agitées 15 mètres plus bas. « Tu me fais confiance ?» demanda Holloway à Serena. « Quoi? Tu me fais confiance? » Avant que Serena n'ait pu répondre, Holloway l'attrapa par la taille et les fit sauter toutes les 2 par-dessus la balustrade en pierre. Serena hurla alors qu'elle plongeait dans les profondeurs glacées et noires de la rivière Ptoik. Le froid était une véritable agression physique. Il coupa le souffle de Serena et paralysa ses membres. L'eau sombre tourbillonnait autour d'elle, la désorientant, l'entraînant vers le fond. Une main attrapa l'arrière de sa blouse et la tira vers le haut. Elle le brossait inhérente à la surface, haletante. Holloway était une nageuse expérimentée et elle tira Serena vers la rive virginienne de la rivière. Ils rampèrent sur la berge boueuse sous les immenses arches de pierre du pont, tremblant de manière incontrôlable. Au-dessus d'eux, ils pouvaient entendre des cris et des portes claquer sur le tablier du pont. « Ils pensent que nous nous sommes noyés », dit Holloway en claquant des dents, les lèvres bleues. « Ils attendent que les corps flottent sur la rivière. Nous avons peut-être gagné 20 minutes. » Elles ont remonté la rive en titubant à travers les bois épais qui bordaient la George Washington Parkway jusqu'à atteindre le muret de pierre marquant la limite du cimetière national d'Arlington. Le jour était maintenant complètement levé. La pluie avait cessé, laissant place à un calme lourd et brumeux. La vue qui s'offrait à elle a glacé Serena. Des rangées et des rangées de pierres tombales en marbre blanc, identiques à l'infini, s'étendaient sur les collines verdoyantes. C'était une cité des morts, silencieuse et écrasante dans sa sommité. « Nous ne pouvons pas rester ici », murmura Serena. Il lui semblait profondément irrespectueux d'apporter leur chaos violent dans cet espace sacré. « C'est exactement là où nous devons être », dit Holloway en vérifiant l'heure sur la vieille montre du père de Serena. Roberts savait ce qu'il faisait. C'est un terrain fédéral, fortement gardé, qui ferme à la tombée de la nuit. L'ascendant ne peut pas simplement envoyer une équipe d'attaque ici sans que l'armée ne s'en aperçoive. Cela nous fait gagner du temps. Ils se déplacèrent rapidement, en restant baissés, guidés par les coordonnées gravées à l'intérieur du boîtier de la montre. Section 60. Les tombes les plus récentes. Holloway s'arrêta. Ils n'étaient pas devant une tombe. Ils se trouvaient devant un petit hangar d'entretien discret, fait de métal vert foncé, caché derrière une rangée de chaînes près du mur d'enceinte du cimetière. Il semblait oublié. Holloway se dirigea vers le côté de la remise. Il y avait un boîtier électrique standard fixé au mur. Il était sécurisé par un gros cadenas. La clé? Holloway tendit la main. « Quelle clé? » demanda Serena. « La tâche de la montre? » dit Holloway avec impatience. « Retirez la tâche de remontoir de la montre de votre père. » Serena hésita, puis tira sur le petit bouton situé sur le côté de la Timex. Au lieu de simplement cliquer, une tige en acier de 5 cm glissa doucement hors du boîtier de la montre. Son extrémité était coupée avec d'étranges rainures ondulées. Holloway la prit et l'inséra dans le cadenas. Il tourna silencieusement.
Elle ouvrit la fausse boîte électrique. À l'intérieur, il n'y avait aucun fil. C'était un compartiment doublé de plomb contenant une mallette Pelican étanche. Holloway ouvrit la mallette. À l'intérieur se trouvait un téléphone satellite épais et lourd d'un modèle que Serena n'avait pas vu depuis 15 ans, une pile de devises étrangères diverses, des passeports avec des noms différents, mais la photo du père de Serena et un pistolet Glock 19 noir mat avec 2 chargeurs de rechange. À l'ancienne, murmura Holloway en prenant le téléphone satellite. Réseau Iridium, cryptage analogique. Les techniciens de Kruger ne peuvent pas pirater ce signal. Serena fixa les objets. C'était la vie de son père. Une vie faite de sacs de voyage, de faux noms et d'armes cachées. Une vie qui était désormais la sienne. Appelez le Pentagone, dit Serena, un frissonnant dans ses vêtements mouillés. Faites venir l'équipe ici. Conduisez-nous au coffre-fort. Holloway ne composa pas le numéro. Elle tint le lourd téléphone dans une main et prit le Glock de l'autre. Elle vérifia la chambre, s'assurant qu'une balle était bien en place. Puis elle se tourna lentement et pointa l'arme directement sur la poitrine de Serena. Serena la fixa, son cerveau incapable de traiter ce que ses yeux voyaient. « Directrice Holloway, que faites-vous? » Le visage de Holloway, qui affichait auparavant un masque de stress professionnel, s'adoucit pour prendre une expression plus froide, terriblement vide. « Le Pentagone est un dinosaure, » dit Serena, Holloway doucement. « Trop de comités, trop de surveillance, trop peu de vision. Ils avaient la technologie de Silas Vance il y a 20 ans, et ils l'ont gaspillée parce qu'ils avaient une peur de l'éthique. « Vous faites partie de l'ascendance, » murmura Serena, horrifiée par cette révélation. « Non, l'ascendance est un instrument grossier. Kruger est un voyou. » Holloway ricana légèrement. « Je suis un conseil indépendant. Il y a environ 5 ans, j'ai réalisé que ma pension de retraite était loin d'être suffisante pour compenser le fait d'avoir sauvé le monde. » Elle fit un pas vers elle, le pistolet toujours pointé. « Quand l'alerte a été donnée à Saint-Judas, j'ai su que cela concernait le sujet Chimera. Mais je n'aurais jamais imaginé que la clé allait simplement entrer et se présenter. Tu vaux des milliards, Serena. Pas pour le gouvernement américain, mais pour le plus offrant sur le marché mondial, la Chine, la Russie, les Saoudiens. Ils déclencheront une guerre juste pour enchérir sur toi. » Miller le savait, dit Serena, la voix tremblante. C'est pour ça qu'il est smart. Miller était un chien de berger, loyal à l'excès. Il soupçonnait que je divulguais des informations, mais il ne pouvait pas le prouver. Il a rempli son rôle. Il t'a fait sortir de l'hôpital. Holloway brandit le téléphone satellite. Je n'appelle pas le Pentagone. J'appelle un courtier à Zurich. Un hélicoptère sera là dans 10 minutes pour nous récupérer. Serena regarda autour d'elle avec désespoir. Des kilomètres de pierres tombales, pas de garde, pas encore de visiteurs. Juste elle, une traîtresse et les morts silencieux. « Vous m'avez utilisé, » dit Serena, la colère commençant à brûler à travers sa peur. « Je maximise un atout, » corrigea Holloway. « Maintenant, retournez-vous et mettez-vous à genoux. Si vous résistez, je vous tirerai dans la colonne vertébrale. Je n'ai pas besoin que tu marches pour vendre ton système nerveux. » Serena regarda la femme à qui elle avait confié sa vie. Elle pensa à Miller qui saignait dans l'herbe. Elle pensa à l'homme à l'hôpital dont elle avait sauvé la vie grâce à un rythme qu'elle avait appris dans son enfance. Elle tourna lentement le dos à Holloway et s'agenouilla sur le sol humide et sacré du cimetière d'Arlington. L'odeur de l'herbe mouillée et de la trahison emplissait l'air derrière elle. Holloway composa un numéro sur le téléphone satellite. « C'est moi, » dit Holloway dans le combiné. « J'ai le colis. Sécurisez le transport. » Elle ne vit pas la main de Serena se déplacer lentement vers sa poitrine, ses doigts trouvant l'apophyse xiphoïde, son pouce appuyant profondément sous sa propre cage thoracique, commençant à tapoter un rythme silencieux et frénétique sur son propre sternum. Boum, boum, pouce, boum, boum, pouce. Silas ne lui avait pas seulement appris à stabiliser la technologie, il lui avait appris à la surcharger. La brume matinale au cimetière national d'Arlington était si épaisse qu'on avait l'impression de respirer du coton. Serena Jenkins s'agenouilla sur l'herbe humide, le dos tourné au canon du pistolet de la directrice Holloway. Boum, boum, poussé, boum, boum, poussé. Les doigts de Serena s'enfonçaient dans son propre sternum. Elle ne priait pas. Elle diffusait lorsqu'elle avait touché le patient dans la salle de traumatologie 1, l'homme que Holloway appelait un prototype. Elle n'avait pas seulement réinitialisé son horloge. Elle avait senti une connexion, un bourdonnement dans le bout de ses doigts qui remontait le long de son bras
et s'installait à la base de son crâne. C'était réciproque. Si elle pouvait sentir sa fréquence, peut-être pouvait-il sentir la sienne. Arrête de gigoter, lança Holloway en regardant l'horizon où le bruit des rotors commençait à battre dans l'air. Ton transport est là. Essaye de ne pas saigner sur les sièges. Le bruit de l'hélicoptère devenait plus fort, un rugissement tonitruant qui secouait la rosée des chênes. Un hélicoptère noir élégant survolait la cime des arbres. Il ne portait pas les marques d'un transport médical ou d'un hélicoptère de presse. C'était un faucon fantôme, une technologie furtive, angulaire et prédatrice. Holloway sourit en baissant son téléphone. Juste à l'heure. Tu vois, Serena, le secteur privé est tout simplement plus efficace. L'hélicoptère s'est stabilisé, planant à 15 mètres au-dessus de la mer de pierre tombale blanche. Le souffle du rotor aplatissait l'herbe, fouettant les cheveux de Serena sur son visage. Un câble de treuil est descendu, mais quelque chose n'allait pas. Le câble n'avait pas de harnais. Un homme y était attaché. Lui non plus ne portait pas de harnais. Il tenait le câble d'une main. Il lâcha prise. Il tomba de 15 mètres, plongeant comme une pierre. Il ne se recroquevilla pas et ne roula pas sur lui-même. Il atterrit sur ses pieds, en position accroupie à 3 points d'appui. L'impact fut si violent qu'il envoya une onde de choc à travers le sol qui déséquilibra Holloway. La silhouette se releva lentement. Il portait une blouse d'hôpital déchirée aux épaules et un pantalon tactique volé. Sa poitrine était nue, révélant un réseau de veines noires qui brillaient désormais d'une faible lumière bleue pulsante. C'était le patient de la baie numéro 1, l'homme qui n'existait officiellement pas. Holloway écarquilla les yeux. Elle leva son Glock, visant non pas Serena, mais le monstre qu'elle avait contribué à créer. « Sujet zéro », murmura-t-elle, la voix tremblante pour la première fois. « Comment nous as-tu trouvés » L'homme ne regarda pas Holloway. Il regarda Serena. Ses yeux n'étaient plus des puits noirs. Ils étaient d'un bleu électrique perçant. « J'ai entendu le rythme, dit-il l'homme. Sa voix ressemblait à du gravier broyé dans un mixeur. « Elle m'a appelé. « Tuez-le » hurla Holloway dans son oreillette au pilote invisible au-dessus d'elle. Le mitrailleur de la porte latérale de l'hélicoptère ouvrit le feu, une minigun se mettant à tourner à toute vitesse. Mais le sujet zéro se déplaçait plus vite que la pensée. Il ne courut pas. Il se brouilla. Il franchit les 6 mètres qui le séparaient de Holloway en un clin d'œil. Il ne frappa pas Holloway. Il attrapa son bras armé. Il y eut un craquement écœurant et Holloway hurla en laissant tomber son arme. « Tu es obsolète !» dit Zero en jetant Holloway de côté comme une poupée de chiffon. Elle heurta une pierre tombale et s'effondra, inconsciente. Le minigun rugit, déchirant la terre dans un déchaînement de fureur. Zero attrapa Serena et la protégea de son propre corps. Il reçut 3 balles de gros calibre dans le dos. Boum, boum, boum. Il ne saignait pas. Les balles s'aplatissaient contre sa peau et tombaient dans l'herbe en fumant. « Il faut partir, » grogna Zero en regardant Serena. « Mes échangeurs thermiques sont hors service. Je surchauffe. » Serena toucha son bras. Il était brûlant. « Tu surchauffes. La boucle de résonance est de retour. »« Je me suis échappé avant que le calibrage soit terminé, » dit-il en serrant les dents. « Il me reste peut-être 2 minutes avant d'atteindre un état critique. Si j'explose ici, je détruirai 3 pâtés de maison. » « Le rythme, » dit Serena en se relevant précipitamment. « Je peux te stabiliser. »« Pas le temps. » Zero leva les yeux vers l'hélicoptère. Cet oiseau transporte un missile thermobarique. Il nettoie le site. L'hélicoptère vira, alignant son nez pour un tir mortel. « Mets-toi derrière le mausoleum, » ordonna Zero en désignant une grande structure en pierre à proximité. « Que vas-tu faire? Je vais utiliser l'énergie excédentaire. » Zero sourit sinistrement. « La physique, tu te souviens? » Serena courut. Elle plongea derrière le lourd mur de marbre du mausolée juste au moment où Zero se tournait vers l'hélicoptère. Il ne chercha pas à se mettre à l'abri. Il planta ses pieds, écarta les bras et hurla. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était une libération. La lueur bleue dans ses veines s'embrassa d'une luminosité aveuglante, se transformant en une intense chaleur blanche furieuse. Il canalisa l'énergie vibratoire qui s'accumulait dans son système nerveux instable, la concentrant non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Il frappa dans ses mains. Cela semble simple, un simple claquement de main, mais lorsqu'il est effectué par une arme bioconçue vibrant à une fréquence impossible, cela devient un canon sonique. Boum! Une sphère visible d'air déformé jaillit de ses mains. Elle jaillit vers le haut,
tel un marteau concussif fait de pur son et de pression. Elle frappa l'hélicoptère comme un point physique. L'appareil s'effondra en plein vol. Les rotors se brisèrent. Le pilote perdit instantanément le contrôle et la machine tourna sur elle-même, s'écrasant dans les bois denses au-delà du mur du cimetière. Une énorme boule de feu s'éleva dans le ciel. Le silence revint à Arlington. Serena jeta un œil au coin de la rue. L'herbe sur un rayon de 10 mètres autour du point d'impact était brûlée et noire. Il était à genoux. De la vapeur s'élevait de sa peau. La lueur bleue s'estompait, remplacée par un gris maladif. Serena courut vers lui. Il haletait, son rythme cardiaque était irrégulier. « Tu as jeté le noyau », dit-elle en vérifiant son pouls. Il était faible, il haletait, mais maintenant vide. Le système s'éteignait, ses yeux se fermaient. Il était en train de mourir à nouveau. « Non », dit Serena avec férocité. « Pas sous ma surveillance. » Elle s'assit à califourchon sur lui, comme elle l'avait fait aux urgences. Elle trouva l'endroit sous ses côtes. « Ça va faire mal », l'avertit-elle. Elle commença le rythme, la clé sémantique. Boum, boum, poussé. Mais cette fois, elle ajouta quelque chose. Elle fredonna une note grave et résonnante qui correspondait à la vibration que Silus lui avait enseignée. Elle mit toute sa volonté dans ce mouvement. « Allez », ordonna-t-elle, « redémarre !» 1 minute s'écoula. 2 sirènes hurlaient au loin. La vraie armée arrivait. La poitrine du sujet zéro se souleva. Une inspiration profonde et saccadée emplit ses poumons. Le gris s'estompa. Une couleur humaine saine revint sur ses joues. Il ouvrit les yeux. Ils n'étaient ni noirs ni bleus électriques. Ils étaient d'un brun noisette doux. « Tu es têtu », murmura-t-il. « Je suis infirmière. » Serena sourit, les larmes se mêlant à la boue sur son visage. « On n'abandonne pas. Ne bougez plus. » Les mains en l'air, Serena leva les yeux. Une douzaine de Rangers de l'armée américaine les avaient encerclés, armes à la main. Derrière eux, une silhouette familière avançait en boitant, appuyée sur une canne. C'était l'agent Miller. Il avait un bandage autour de la tête et le bras en écharpe, mais il était vivant. « Baissez vos armes !» aboya Miller aux Rangers. « C'est un ami. Je répète, c'est un ami. » Il boitilla jusqu'à Serena et l'homme allongé sur le sol. Miller regarda Holloway, inconscient, puis les débris fumants dans les bois, et enfin Serena. « Vous avez eu une matinée bien remplie, Madame Jenkins, » dit Miller en lui tendant sa main valide. Serena la prit et se leva, les jambes tremblantes. « C'est fini ?» Miller regarda le sujet zéro, qui se redressait lentement, les mains levées en signe de reddition, mais l'air calme. « L'ascendant est démasqué, » dit Miller. « Nous avons saisi leur serveur il y a 10 minutes. Holloway va passer un très long moment en prison. Et cet homme, Miller désigna le patient d'un signe de tête. Il rentre avec nous du bon côté. » Serena regarda le patient. « A-t-il un nom? » L'homme se leva. Il tendit la main à Serena. « Orion, dit-il, je m'appelle Orion. » 6 mois plus tard, Serena Jenkins entra dans la nouvelle aile de l'hôpital Saint-Jude. C'était un centre de traumatologie ultramoderne financé par une subvention gouvernementale anonyme. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait un blazer et un jean. Elle passa devant le poste des infirmières, salua ses anciens amis et passa une carte clé noire dans un ascenseur sécurisé à l'arrière. L'ascenseur descendit, contournant le sous-sol jusqu'au niveau 4. Les portes s'ouvrirent pour révéler une installation high-tech qui ressemblait plus à un laboratoire de la NASA qu'à un hôpital. Au centre de la pièce, Orion courait sur un tapis roulant. Il avançait à 65 km/h, mais il ne transpirait pas. Il vit Serena et ralentit jusqu'à s'arrêter. « Fréquence cardiaque 55 », rapporta-t-il en souriant. « Système nominaux. »« Continuons comme ça », dit Serena en vérifiant son dossier sur une tablette. La jeune Miller entra, très élégant dans son nouveau costume. « Serena », dit Miller en hochant la tête, « les chefs d'état-major veulent le manuel sur la nouvelle fréquence de stabilisation. Ils veulent savoir si vous pouvez former les médecins de terrain. » Serena se tapota la tempe. « Dites-leur que ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre dans un livre, Miller. Tout est question de rythme. » Elle regarda Orion, puis l'équipe de jeunes médecins qui observaient derrière la vitre. Des médecins qu'elle formait désormais. Elle n'était plus seulement une infirmière de l'Ohio. Elle était la gardienne de la clé. Elle était la seule personne au monde capable d'apprivoiser le feu. Et pour la première fois de sa vie, Serena Jenkins réalisa qu'elle ne se contentait pas de soigner des personnes blessées.
Elle construisait l'avenir. On commence? Demanda-t-elle. Orion acquiesça. Quand vous voulez, infirmière. Serena sourit. Appelez-moi Serena, s'il vous plaît. Serena Jenkins se rendit au travail ce jour-là, s'attendant à soigner des fractures et des symptômes grippaux. Au lieu de cela, elle sauva une arme vivante, sema une armée de l'ombre et dévoila une conspiration qui remontait jusqu'au sommet du monde de la défense. Elle prouva que parfois, l'outil le plus puissant dans une crise n'est ni une arme à feu, ni une puce électronique. C'est l'instinct humain de guérir. Le protocole Chimera reste l'un des secrets les mieux gardés du Pentagone. Et Serena est la seule civile autorisée à l'utiliser. Que feriez-vous si vous déteniez un secret susceptible de changer le monde? Fuiriez-vous ou resteriez-vous sur vos positions comme Serena? Si vous avez apprécié cette histoire pleine de suspense et d'héroïsme médical, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime. Cela nous aide à donner vie à d'autres histoires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mission. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se rappeler que les héros sont partout. Merci d'avoir regardé.